miracle. Oh, look out! Ride 'em, cowboy! Kobe Bryant, what a play! Posey will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission de l'écho des parquets. Un peu tard, je dois bien l'avouer, mais c'était fait exprès. On attendait juste que le coach Bristic se fasse virer. Maintenant que c'est fait, on va un petit peu en parler. Tout de suite, bien sûr, il y aura avec moi, il y aura Guillaume. Ouais, salut à tous. Et juste à côté de lui, il y aura un Lucas un peu chafouin, un peu triste de voir Dragic se faire complètement snobber. On va en parler, mais heureusement, comme on a bon cœur ici à l'écho des parquets, on va faire un sujet sur Steve Nash pour un peu rattraper le coup, pour tant pour Lucas que pour les fans de Phoenix. Du coup, Lucas, ça va un peu mieux quand même. Oui, non, c'est cool, ça rattrape bien, ça sèche les larmes. Ça va. Enfin, c'est grave, sur le coup, je t'ai quand même vu, t'as démonté un bœuf à toi tout seul. Mais bon, on va passons sur les détails. Donc, oui, alors pour cette émission, on va faire une espèce de petit, on fait pas ça souvent. Enfin, il y a quelques news qu'on va prendre à la volée et qu'on va commenter rapidement. Parmi elles, il y a donc Dragic, comme on l'a dit un peu, qui est pas All-Star Game. C'est Davis à sa place. On parle aussi un peu du Maurice Chicks qui se fait enfin, mes amis, enfin, alléluia, mes frères, ils sont enfin virés. Et ça, c'est bon. Bon, on verra un peu si c'est pas Détroit que fait une partie du chemin. On va voir un peu la suite. Et on va un peu revenir sur une news qui nous avait un peu étonné, c'était Phoenix qui était vraiment assez proche de récupérer Pau Gasol, ce qui allait un peu complètement à contresens par rapport à leur idée de départ de début de saison qui était plus ou moins le tanking, et même courte saison, on trouve un peu étonnant qu'ils veuillent mettre leur bille sur un intérieur vétéran un peu vieux comme ça. Donc on va parler de tout ça. Évidemment après, donc comme je l'ai dit, on va évoquer Steve Nash qui a eu 40 ans la semaine dernière. Vu le joueur que c'est, ça méritait de revenir un peu sur sa carrière, qui est juste incroyable et sinuosidal. Du coup, c'est loin d'être inintéressant. Et on se quittera sur ces bons mots. Donc les gars, si vous êtes prêts, on va y aller. Vous êtes prêts? Allez, fire. Fire. Allez. C'est parti. Hey, yo, yo, bust rhymes, you got to be the short shot. Flip mode, you got to be the short shot. Aftermath, you got to be the short shot. My live niggas, you know, who be the short shot. Mon autre petit commentaire d'actualité, on va le commencer tout de suite avec évidemment le All-Star Game, vu on en a parlé un petit peu, on avait dit que Dragic méritait d'y être absolument. De toute façon, ça devrait aller, il y sera, parce que Kobe Bryant aura la gentillesse, l'honneur de laisser sa place à quelqu'un. Bah, en fait, non, ça a été Anthony Davis. Tout de suite, réaction à chaud de Lucas, tout de suite. Oh bah chaud, ça va, on a eu le temps de refroidir quand même depuis, quoi, mais non, mais c'est vrai que c'est frustrant, quoi, parce que bon, si on prend juste, voilà, en termes d'impact sur les résultats de son équipe, sur son influence dans le jeu, sur le niveau affiché, même sans compter les statistiques, Dragic mérite d'y être, et si on compte les statistiques, Dragic mérite encore plus d'y être, quoi, donc c'est vrai que Davis fait pas une saison dégueu non plus, quoi, mais voilà, Phoenix c'est la seule équipe du top 8 à l'Ouest qui n'a pas de All-Star cette année, quoi. Et pourtant c'est pas une équipe qui se repose que sur le collectif, quoi, parce que Dragic fait quand même une grosse saison de leader, quoi. Donc voilà, je suis un peu blasé quand même, quoi. Mais bon, là ça va mieux depuis ce week-end. Je suis quand même, je suis d'accord avec Lucas sur le fait que Dragic aurait dû y être. Hein. Enfin, tu l'as dit, la seule équipe playoffable dans cette super conférence Ouest qui n'aura pas de représentant. Par contre, le fait que ça se passe comme ça, c'est un peu injuste parce que pour le coup, Anthony Davis méritait vraiment sa sélection All-Star Game. C'est vrai qu'il y a eu le petit coup de pouce politique du fait que il vient de la Nouvelle-Orléans et c'est toujours bien d'avoir un représentant local quand tu fais ton All-Star Game. Mais pour le coup, Davis méritait vraiment lui aussi cette sélection. Et c'est peut-être, enfin, à mon avis, on a un peu évoqué d'ailleurs la semaine dernière, c'est du côté de Portland qu'il faut voir un peu peut-être celui qui aurait pris la place de Dragic, Damien Lillard, on l'a évoqué dans le sens où ben voilà ils ont voulu récompenser Portland en donnant deux All-Stars chez les Blazers et finalement ben ça fait que Phoenix en a aucun, donc c'est un peu contradictoire parce que tu récompenses une équipe surprise mais pas l'autre, donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Et puis on avait dit aussi que Lillard n'a pas forcément un super impact, enfin c'est pas le joueur le plus important de son équipe alors que Goran Dragic c'est vraiment le cas cette saison.
C'est ça, et puis je trouve que la surprise de Phoenix elle est encore plus impressionnante que celle de Portland, même si Portland est mieux classé. Parce que je sais pas, mais tout le monde en début d'année, nous y compris, on voyait vraiment Phoenix racler les fonds de classement et pleurer, et se contenter de regarder la NCAA quoi. On pensait vraiment ça. Et là, bon bah ils sont bien. Comme on l'a dit, c'est la seule équipe qui est pas en playoff qui est pas. Et si, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait de récompenser Portland avec 2 joueurs du All-Star Game au All-Star Game. Mais si eux, tu leur donnes 2 joueurs, tu es obligé d'en donner un à Phoenix. Je veux dire, c'est scandaleux qu'ils en aient pas, selon cette philosophie. Ouais, ça, Phoenix à Charlotte aussi, quoi, parce qu'au final, il y a 3 équipes qui actuellement ont déjà plus de victoires à l'heure actuelle qu'elles en avaient sur le total de la saison dernière. C'est Portland, Phoenix et Charlotte. Et Charlotte n'a pas de All-Star non plus. Bon, après, sur la sélection de Davis, ouais, c'est quelque chose qui, historiquement, c'est quand même toujours fait. C'était quand le All-Star Game était à Dallas, celui qui avait été repêché, c'était Jason Kidd, qui était le meneur des Mavericks. Quand le All-Star Game était à Phoenix, celui qui avait été sélectionné, c'était Shaquille O'Neal, qui jouait aux Suns. Donc bon, c'est au final quelque chose d'assez habituel, quoi, mais ça, et c'est pas immérité non plus pour Davis, comme on l'a dit, quoi. Mais bon, le problème, c'est que voilà, cette conférence Ouest, elle est tellement grosse, il y a tellement de joueurs qui font des grosses perfs, que effectivement, le choix ne peut de toute façon pas être injustifiable à chaque fois, parce que chaque joueur mérite. Mais voilà, peut-être qu'il y a des joueurs qui méritent plus que d'autres, et à mon avis, Dragic méritait plus qu'Anthony Davis. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si c'est bon, on passait à la suite. Ouais. Alors, honnêtement, on fait cette émission un petit peu en retard, mais c'est juste parce qu'on attendait que Maurice Cheeks se fasse virer de Détroit. Hein, Que qui? Qui ça? Maurice Cheeks. Mais non, Danny Boone. Oui, si tu veux, oui. Bah, c'est toi hein, qui avait sorti, on était tombé d'accord sur le fait d'utiliser ça. Ouais, on était d'accord sur le fait de pas en reparler, ok. Ouais, donc moi aussi, qui s'est fait enfin virer. On l'a dit, pour nous, Détroit avait une belle équipe en début de saison. La seule chose qui fait que ça marche pas, enfin vraiment la vraie grosse raison, c'est que l'entraîneur avait rien compris à cette équipe-là, la manière d'utiliser notamment Joe Smith en poste 4. Là, on dirait qu'ils ont enfin ouvert les yeux. Voilà, let's play maintenant, non? Bah, il y a un peu de ça. Après, c'est quand même moche pour Maurice Cheeks, quoi, parce que bon, même si on s'accorde tous à dire dans l'émission que que c'est clairement pas l'homme de la situation, que il fait que n'importe quoi depuis qu'il est arrivé, que Joe Dumars aurait jamais dû le prendre. Mine de rien, voilà, il s'est pris la pression de ses dirigeants. Voilà, il vient d'enchaîner 4 victoires en 6 matchs. Ce week-end, il a mis 20 points aux Nets, il a mis 20 points aux Nuggets. Et juste à ce moment-là, il se fait virer, quoi. Ça, Quand je même suis pas, d'accord. c'est quand même pas Le de bol pour lui, timing, parce que pour une fois qu'il fait du bon taf, il saute, quoi. Donc, oui, le timing est un peu bizarre, quoi. Oui, c'est ça, mais du coup, enfin, moi, je vois ça aussi à double tranchant. C'est-à-dire que c'est vrai que le timing est mauvais, mais le fait que malgré ces récents résultats, la direction décide quand même de licencier, bah, ça prouve quand même que ça faisait un moment que ça leur trottait dans la tête, bah, que c'était pas le coach pour cette équipe, quoi, et que cette équipe n'atteignait pas le potentiel qu'elle devait atteindre. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça aurait été un peu plus fin de le faire un peu avant, quoi. Je veux dire, là, c'est vrai C'est que vrai, c'était un peu ouais. bizarre. Bon, cela dit, après, moi, je suis toujours partisan de le faire plutôt tôt que tard. Parce que justement, changer de coach, faut être capable de s'en relever un peu, et surtout si on en recrute un tout de suite. Là, d'ailleurs, il y a tout de suite eu des noms qui ont été écartés, hein, Lionel Hollins, tout comme ça. Je sais pas s'ils ont été officiellement écartés ou quoi. Comment ça écarté? Je sais plus, j'ai eu cette news là où on disait que pour Hollins et je sais plus qui, c'était pas pour et George Karl, ça va pas l'être pour maintenant. Enfin, je veux dire, Bah, je viens de lire le contraire, qu'apparemment ce serait la cible numéro 1, Lionel ça, le Hollins. truc actuellement, il y a deux infos contradictoires, celle comme quoi il gardera l'assistant de Cheeks jusqu'à la fin de la saison, et une autre sur laquelle il sera plus sur Rollins. Et l'info qui est sur Rollins, ça vient de Mark Stein d'ESPN, qui généralement lui est quand même une source super fiable, quoi. Ouais. Donc à mon avis, effectivement, il y a moyen que des trois soient sur Rollins, et c'est probablement un des meilleurs choix qu'il puisse faire, quoi, parce que lui, il a réussi à Memphis à faire jouer une grosse raquette et un gros front de courte. Il a quand même fait jouer ensemble Marc Gasol, Zach Randolph et Rudy Gay. Donc s'il y a bien quelqu'un qui pourrait tirer le maximum de cette frontline des Pistons, c'est peut-être lui, quoi. bon après Ouais, Rudiger, c'est un après, vrai je pense 3, hein. que c'est pas non plus exclu que lui ait pas envie de se plonger dans la merde de cette saison et qu'il dise je veux bien venir, mais ce sera que la saison prochaine et que donc pour confirmer donc la première source, ce serait il y aurait un intérim de je sais plus quel assistant pour la fin de la saison, quoi. Mais après, je sais pas si c'est une bonne idée d'attendre. Si tu veux garder l'assistant coach qui est merde, j'ai oublié son nom. Euh, Je crois que c'est John, non? John Smith. Non, c'est John, bon, je sais plus. Pendant que je parle, tu vas chercher, ok? Allez. Euh,
Euh, je sais pas si c'est une bonne idée de garder un intérimaire comme ça si on compte pas le garder définitivement. Si tu comptes le garder, bah oui, pas de problème, tu le gardes et voilà. Mais si tu te dis je le garde juste le temps de finir l'année, je trouve que c'est un John peu Lawyer. John Lawyer, voilà. Voilà. Euh, que genre on le connaît tous super bien. Non, cela dit, John Lawyer, il joue à Memphis, mec. non, Alors là. ah bah ils cherchent pas à comprendre. Des trois coups, ils prennent le pivot de Memphis. Non, mais qui a une bonne réputation d'ailleurs, apparemment pas trop mauvaise en tout cas, plutôt des coach défensif apparemment. Mais voilà, si tu veux le garder, ok, tu le gardes, parfait, tu doutes que c'est fini. Mais si tu t'as déjà en tête de le remplacer par un nouvel entraîneur et en plus tu as déjà cet entraîneur en tête, je trouve que ce serait plus intelligent de faire le changement maintenant et d'utiliser les mois qui restent de la saison justement au contraire pour préparer la saison d'après et pas perdre du temps à ce que les joueurs et le coach se trouvent une alchimie quoi. Non? Oui, c'est pas faux, mais du coup, je pense que si Hollins accepte ces conditions de venir dans une telle situation, à mon avis, il va aussi demander du coup un contrat longue durée pour s'assurer que ben voilà, il veut bien prendre le bateau en route cette saison, mais il faut pas après qu'on s'en serve d'excuse pour des mauvais résultats ou quoi. Donc Non, ouais non mais après, ouais franchement, le jeu du Mars, ça ne gêne pas de donner des contrats longue durée aux coachs, hein, ça l'empêche pas de les virer en plein milieu. Alors je sais pas, Lionel Olin, ça vous paraît bien? Alors moi, ça ouais, me semble pas mal, et puis je suis assez raccord avec ton idée de prendre un coach maintenant sur le long terme, plutôt que d'attendre la fin de la saison, parce que bon, déjà, ça lui donne du temps pour bosser avec le groupe, de voir cet été bah, qui est-ce qu'il aurait comme besoin de joueurs, comme joueur de complément, et puis surtout, voilà, pour les Pistons, les playoffs cette année, c'est loin d'être mort, quoi, En plus. donc là, voilà, il reste quand même une trentaine de matchs, ils ont largement la place de faire les playoffs, donc autant prendre un bon coach dès le départ, et qui commence à bosser avec ce groupe-là. Et ça vous surprendrait qu'il reste sur l'assistant définitivement? Parce qu'il y a quand même des gros morceaux en coach qui sont ouais encore c'est ça, disponibles. définitivement, ça m'étonnerait parce que tu viens de le dire, il y a quand même des sacrés noms sur le marché depuis quelques temps, depuis la saison dernière. Putain, il y a Vinny Del Donc Negro, les gars, Vinny Del Negro! entre autres, oui. Oui. Ouais, bah oui, je pense surtout à Qui lui. jusqu'à la fin de saison, en tout cas, détient le record de victoire de la franchise des Clippers. Hein, faut pas lui enlever. Oui, bah faudrait. Ça, c'est interdit. Ou alors, ça montre à quel point la franchise des Clippers est mauvaise, quoi. Non, mais voilà, on parle de Lionel Hollins, on parle de mecs comme George Karl qui a plus rien à prouver, si ce n'est gagner enfin un titre NBA. Enfin, il y a quand même des gars assez intéressants sur le marché, quoi, et ça m'étonnerait qu'il reste finalement avec cet assistant, ou alors il a un très beau sourire et il est très gentil, quoi. Surtout que cet assistant, même si depuis qu'on connaît son nom, depuis que Chick se fait virer, j'ai entendu deux trois bons trucs sur lui, hein. Trucs plutôt respectés, mais il faisait pas partie des assistants coach qu'on entend ces derniers mois ou même voire années comme des potentiels, à chaque fois des potentiels coach head coach quoi. Il y a toujours une ribambelle, chaque fois qu'il y a un mec qui se fait virer ou qu'il y a toujours une ribambelle de mecs qui sont pressentis. Euh, Ça fait 20 ans que c'était Brian Shaw, quoi, en fait, dans Ouais, ce non, mais rôle-là. Brian Shaw, il y a eu bon Mike Malone cette fois il l'a eu. Il y a un Oui. Samson de Houston. Enfin, j'ai pas tous les noms en Ouais, et tête. puis il y a pas mal de coachs enfin d'assistants coachs qui sont passés head coach ces dernières années aussi, quoi. Je pense notamment à Alvin Gentry, Jeff Hornacek. Il y a eu qui d'autre? Bah, Lionel Hollins, justement, même Eric Spoelstra qui était coach à la vidéo. Ces dernières années, il y a quand même pas mal d'assistants coachs qui se sont vus offrir des postes. Il y a genre Patrick Ewing qui rame toujours pour en avoir un. Et effectivement, le nom de l'assistant coach de Détroit, c'est clairement, moi, c'est la première fois que j'entends son nom pour te dire, moi, ça sonne exactement pareil qu'un des ailiers des Grizzlies, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc bon, bah, je sais pas. Juste pour finir sur ça, la seule chose qu'on puisse espérer, c'est que ce nouveau coach se tienne à mettre ce putain de Josh Smith en 4. On est d'accord? Oui. Ouais, oui, notamment parce que c'était un des problèmes, mais plus que Josh Smith en 4, c'est vraiment toute cette rotation intérieure qu'il faut arriver à réorganiser d'une manière ou d'une autre, avoir une rotation bien plus stable. Je pense notamment à des mecs qui finalement jouaient un match et jouaient pas l'autre. Un rookie comme KCP qui avait un temps de jeu très irrégulier et qui est pas aidé par son shoot, du coup, qui avait un temps de jeu encore plus irrégulier. Donc ouais, il y a de nombreux points sur lesquels Hollins, enfin le remplaçant, pourra bosser et on verra comment ça va se faire. Mais ouais, tu l'as dit, Lucas, les playoffs, c'est à portée de main encore, donc c'est faisable. Ça, c'est beau cette conférence Ouest où tu peux être en playoff même si ton coach même si t'es tellement mauvais qu'il faut que tu vires ton coach, quoi.
On va passer à une autre question que je sais pas, moi je trouve intéressante. On va voir. Phoenix, il y a quelque temps, il y avait une forte rumeur, même et apparemment il y a des vraies discussions franches et ouvertes entre Phoenix et les Lakers pour que Phoenix puisse récupérer Pau Gasol. Alors moi, je sais pas vous, mais moi je fais tiens, c'est bizarre, Phoenix, qui cet été, et là bon les gars, on est en mode tanking. D'ailleurs Gortat, ils l'ont échangé contre un contrat finissant, même si le contrat de Gortat finissait aussi, mais voilà, pour peut-être faire de la place aux jeunes, des trucs comme ça, mais vraiment l'idée de, on veut pas trop des bons dans l'équipe, on construit pas trop des trucs autour et une pleine masse salariale. Il paraît que cette idée-là vraiment, j'ai envie de dire, façon tanking quoi, avec interprétation large du mot tanking. Voilà. Et là d'un coup, il s'intéresse fortement apparemment à Pau Gasol, un très fort joueur, mais qui a dépassé les 30 ans et surtout qui est très cher et dans sa dernière contrat. Ce qui me fait dire que au mieux, c'est pour du très court terme quoi. Là, c'est comme si Félix changeait complètement d'orientation, il disait allez les gars, on joue tout pour 6 mois parce que Gasol il a fallu envoyer des choses en retour quoi. Alors que plutôt c'est truc pour l'avenir. Donc je sais pas, est-ce que déjà ça vous étonne? Bah, sur le coup, moi en tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai été assez surpris parce que on sait que le contrat d'Okafor, les Suns l'ont pris justement à la base pour qu'il se termine, mais surtout pour pouvoir l'échanger contre quelque chose d'autre et récupérer des tours de draft. Mais effectivement, le but principal en récupérant le contrat d'Okafor, donc qui est quand même 2 fois plus gros que celui de Gortat, c'était voilà pour avoir des tours de draft derrière, pas pour choper un contrat encore plus gros et encore moins pour choper un vétéran dès cette année. Mais c'est vrai que du coup, les résultats étant aussi off, et c'est vrai que s'ils peuvent avoir un joueur qui est capable de scorer au poste pour les playoffs, ça peut peut-être leur permettre de passer un premier tour, quoi. Et ça montre quand même le changement total de perspective depuis la pré-saison. Ouais, c'est ça. Je pense que, enfin, les dirigeants sont peut-être aussi surpris que nous. Enfin, peut-être pas autant, mais Le mec il était en train de négocier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire déjà? Attends, je... non, mais je pense vraiment que cette équipe, bah, tu l'as dit, avec tous les mouvements de l'intersaison, bah, ils partaient dans l'idée, on fait du tanking, on recommence, on prend plein de jeunes joueurs, on essaie de les faire grandir, de les développer ensemble. Et bah, quelques mois plus tard, en février, ils se rendent compte que bah, ils sont à la 6e place de la conférence Ouest. Ils ont tapé des super belles équipes, des Indiana, des Portland, si je dis pas de conneries, Lucas. Portland 2 fois et Indiana 2 fois aussi. C'est ça, ouais. Donc ils commencent vraiment à être vraiment sérieux. Et ils se disent bon, bah tant qu'à faire, on va prendre un Pau Gasol ou un Zach Randolph comme on a entendu plus récemment. Bah c'est oui, voilà, si tu l'as dit, c'est du court terme, c'est pour cette année, voir ce qu'on peut faire cette année. Et puis bon, je pense pas que derrière ça re-signerait un Pau Gasol. Mais au moins ils se disent on joue cette année à fond, bah, et ça fait plaisir de la part d'une équipe qui était prête à tanker en début de saison, quoi. Ouais, mais c'est pas étonnant de miser sur un mec si vieux et si cher pour cette équipe-là qui finalement marche beaucoup sur l'alchimie et puis sur la jeunesse et qui mise toujours sur l'avenir parce que les mecs de l'effectif c'est que du jeune quoi. Du coup pour l'avoir ils auraient dû lâcher, t'imagines ils auraient dû lâcher Archie Goodwin quoi. Non, bah après le truc, Oh l'échange putain. à capoter, c'est surtout parce que les Lakers voulaient des tours de draft. Parce qu'Okafor, il a un contrat qui est autour des 15 millions, Hmm. et le contrat de Gasol, il est entre 15 et 20 aussi. Donc au final, vu que les Suns sont quand même dépassent pas le salary cap, ils ont une marge au niveau des transferts. À la base, ça aurait été Okafor contre Gasol en échange sec Ça aurait avec des été que tours de ça. draft de Phoenix. Mais en fait, voilà, vu que Phoenix comptait prendre Gasol juste pour avoir un coup de main, pour avoir un joueur capable de scorer au poste pour les playoffs, et d'avoir une menace régulière à l'intérieur, bah, eux, ils comptent pas le prolonger derrière si jamais ils le prennent. Donc, eux, ils comptent toujours se reconstruire via la draft, vu que pour le moment, ils ont encore tous les pics qu'ils ont récupérés cet été. Mais du coup, ils se disent, bah non, on va pas lâcher nos pics aux Lakers parce que nous, ça nous arrange pas, quoi. Gasol, c'est juste, voilà, pour cette année. Après, on s'en fout. De toute façon, on va drafter d'autres joueurs. On va échanger nos pics contre une vraie superstar. Donc, Gasol, ouais, ça aurait été vraiment juste pour cette année, se dire, bah là, finalement, on va probablement être capable de faire le premier tour. Ah, qui sait, on peut peut-être même aller pousser jusqu'à une demi de conférence si on a un joueur au poste. Donc voilà, ça, honnêtement, voilà, de toute façon, ils l'auraient pas prolongé, ça leur aurait pas coûté beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que ça allait leur coûter des tours de draft, en fait. C'est pour ça que ça s'est pas fait. Mais c'est Ouais, puis marrant, vas-y. non, non, tu l'as dit, c'est un joueur au poste qui finalement compléterait bien ben, l'équipe actuelle, mais c'est surtout un joueur qui a l'expérience, un joueur qui a gagné des titres et qui a roulé sa bosse en playoff, et c'est vachement important. Tu le mets dans un effectif super jeune comme celui des Suns, ben, il peut t'apporter énormément de choses. Bon, apparemment ça va pas se faire, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont relancé apparemment une piste de Zach Randolph, donc ça prouve que ben, si c'est pas Gasol, si c'est pas Randolph, ils ont en tout cas l'intention d'aller chercher un vétéran et un mec qui puisse bien compléter ce qu'ils ont actuellement pour cette fin de saison.
Et encore une fois, c'est vachement intéressant, je trouve. Ouais, ça c'est marrant de voir cette équipe-là passer de qui pour confiance totale à bah écoutez, je prends un pigiste même cher, même vieux, juste pour jouer cette année, parce que pour le coup Gasol ça aurait été que, comme tu le dis Lucas, que pour cette année. Presque ils sont en train de leur dire bah attends, avec Gasol on peut jouer les titres les gars, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était pas un peu ce sentiment étrange je trouve. Bah, c'est carrément ça, parce que le truc, au final, vu que Gasol n'a qu'un an de contrat, au final, ça remet absolument pas en question le processus de reconstruction à partir du moment où Phoenix garde ses tours de draft, en fait. Parce que Phoenix a encore virtuellement 4 premiers tours de draft dans la prochaine draft, deux ou trois premiers tours, enfin 2 premiers tours dans la draft suivante. Concrètement, voilà, prendre Gasol qui n'a qu'une année de contrat là, qui est quasiment terminée, ça n'entrave en rien le processus de reconstruction et c'est ça que je trouve assez marrant, quoi, parce que au final, voilà, même s'ils continuent la reconstruction, ils peuvent se permettre une année de délire comme ça. Allez, voilà, on a un contrat d'Okafor à 15 millions, qui de toute façon, il est pris en charge entièrement par l'assurance quasiment. De toute façon, il va pas jouer de la saison. Allez, on se fait plaisir, on prend Pau Gasol pour quelques mois, tranquille. C'est ça, ouais. Ouais, Non, mais oui, c'est marrant, c'est très marrant. Ils sont vraiment frais, cette équipe, cette année. c'est clair, ils réfléchissent pas. Ils prennent ouais, il y a Gasol pour aller, c'est pas, on prend. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc intéressant de voir. Du coup, on va suivre cette équipe de Phoenix de près, voir s'ils vont réussir à récupérer leur vétéran qui leur permettrait de décrocher la lune ou pas. On suivra de ça. Tout ça pour être assez intéressant. Bah écoutez, on va passer à autre chose. On va rester dans l'Arizona avec Steve Nash qui a fêté ses 40 ans cette semaine. Donc on va un petit peu revenir sur sa carrière tout de suite, juste après ça. Okay. Coming from the top of my dome when I'm dropping my own type of style and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit 'em up with all I got. Superstar, no I'm not. Green, we black. Comme je disais, Steve Nash a fêté ses 40 ans la semaine dernière. Et oui, il joue toujours. C'est rien que ça déjà, je sais pas, moi, rien que me dire qu'un mec de 40 ans il joue toujours, déjà ça me fait drôle, tu sens le mec un peu légendaire. Et du coup, on se disait que c'était un bon moment pour un peu réfléchir à quelle était sa place dans l'histoire moderne de la NBA. Il a quand même 2 titres de MVP. En général, c'est pas rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Et puis finalement, il a une carrière assez atypique, hein, drafté 14e, casseur de banc au début, il s'est transféré, il cartonne. Enfin, on va en reparler, mais Steve Nash, il revient de super super loin. Euh, je sais pas, déjà, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, Steve Nash, Lucas? Bah, Steve Nash, tu vois, mon premier salaire que j'ai gagné, je l'ai dépensé pour acheter un maillot de Steve Nash. C'est voilà, moi, si tu me parles de ce que ça m'évoque, voilà, à la base, c'est ça. Ah, Guillaume? Je sais Moi, pas c'est qui un c'est, jeu que... connais pas, connais pas. Si, non, mais ouais, évidemment. J'ai oublié de dire si, ouais, si, je connais. Non, mais je l'ai pas vu jouer dans ses grandes années, quand il a eu les 2 titres de MVP. Mais je me souviens qu'à 36, 37 ans encore, à Phoenix, ben c'était en 2011-2012, je crois. Il était encore C'est le ça. meilleur passeur de la ligue. C'est pas mal, quoi. Ça se défend. Je sais pas, moi je trouve, moi ce joueur, ce que je retiens de lui, c'est que il est très complexe parce que finalement, c'est un ensemble comment dire, de blanc et de noir, quoi. C'est un joueur qui a été vraiment formidable, a vraiment lancé une ère, hein, on peut dire, même s'il n'est pas seul sur le coup. Mais c'est ça, un jeu beaucoup plus vif. Et puis, en même temps, je trouve assez. Il a deux titres d'MVP, je le trouve assez restreint. Son jeu est assez restreint finalement parce que, bon, excellent distributeur, très bon scoreur, mais seulement quand il a la balle dans les mains. En catch and shoot, en tout ça, en jeu sans ballon, je l'ai toujours trouvé inexistant. Même les rares fois où on essayait de le faire jouer comme ça. Et puis bon, et pas de défense, hein. Avoir 2 titres de MVP sans défense, c'est quand même pas rien. Je sais pas vous, mais Carl Anthony, il n'a jamais eu de titre MVP pour l'instant, Bah, ça donne de l'espoir à James Harden, ouais. hein. Ça, à tous les scoreurs dans l'âme qui n'aiment pas trop jouer de l'autre côté du terrain. Et puis comme je dis, il sort de nulle part. Il se fait drafter 14 dans une draft de taré. 96 avec Iverson, Ray Allen. J'ai failli dire Marbury dans les premiers, mais je sais pas si c'est très correct. Kobe, tout ça. Tiens, Kobe va m'en mettre une.
J'ai dit qu'en troisième, quatrième. Et puis au début, il casse le banc, vraiment. Hein. On regarde ses premiers matchs. Première année, il joue à peine 10 minutes. Le deuxième, il joue à peine 21 minutes pour 9 points par match. Et même après, quand il s'est transféré à Dallas, au début, il casse le banc pareil. Hein, ou alors il joue, mais il fait pas grand chose. Il dépasse pas les 10 points. Il met 4 ans avant de dépasser les 10 points par match. Et après, freestyle. Je sais pas, rien que ça, déjà, moi je trouve que ça pose quelque chose. C'est pas neutre. Bah, disons, clairement, il a un parcours qui est super atypique, quoi. Comme voilà, il y a un article donc, de Sean Sweeney qui s'appelle Steve Nash, The Lone Ranger, que j'ai traduit pour Vas-y, Basket fais ta Info la semaine dernière, Fais ta qui pub. retrace un peu tout son parcours. C'est vrai que bon, voilà, il a vraiment un parcours atypique. Déjà, voilà, le basket, c'est un sport dominé massivement par les Américains. Dans les années 90, c'est encore plus le cas. Steve Nash, il est canadien. Lui, à la base, c'est un fan de hockey. Il aime bien jouer au foot. Quand il arrive au lycée, bah, au final, tous ses potes, ils jouent au basket, donc il se met au basket. Il se rend compte que finalement, bah, il joue pas trop mal. Il se dit, voilà, moi, mon rêve, ça serait de devenir un joueur NCAA, de pouvoir faire la March Madness. Et au final, voilà, aucun scout s'intéresse à lui. Il fait les championnats du monde avec le Canada. Il cartonne. Du coup, commence à y avoir des scouts qui s'intéressent à lui. Donc, son coach au lycée, il envoie des cassettes un peu partout dans toutes les facs des États-Unis. Il envoie une cinquantaine de cassettes. Il n'y a qu'une seule fac qui répond. C'est une petite fac de rien du tout qui s'appelle Santa Clara, qui fait la March Madness, mais vraiment de temps en temps. Bah, Il un arrive là-bas. spectateur. Ils font la March Madness. Ils sortent Arizona au premier tour, qui est la tête de série numéro 2 de tout le tournoi. C'est encore un des plus grands exploits de l'histoire de Santa Clara. Et au final, voilà, Steve Nash, il arrive, il est sélectionné 15e de la draft 96, comme tu disais. Il arrive à Phoenix, il joue pas beaucoup. Finalement, Dallas le prend. Ils lui font directement signer un gros contrat. Donc, ils savent pas trop pourquoi. Du coup, les fans le détestent parce qu'il joue pas beaucoup. Il a un super gros contrat. Mais au final, sur ses 3 premières années à Dallas, les Mavericks, ils font les playoffs les 3 années. Au bout de 3 ans, il est All-Star. Mark Cuban refuse de lui donner un gros contrat. Il préfère le donner à Eric Dampier. Bon, c'était sans doute Bah, une erreur. l'argument c'était bah Nash il est bien bon tout ça mais il a déjà 29 ans. C'est pas avec lui que je vais gagner à l'avenir et puis il est mauvais en défense tout ça. Un mec de 29 ans qui est pas bon en défense, j'irai pas loin avec quoi. Oui, et Vas-y, puis t'es plus facilement, tu mises sur ton pivot, quoi. oui bon bah, attends. Eric Eric Dampier, Dampier, putain. Eric Dampier, il sortait d'une putain de saison à 13 points, 13 rebonds, même qu'il a dit ah bah ouais, cette année-là, j'étais le deuxième meilleur pivot du monde derrière Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, il en envoie une derrière ou un truc du genre, ah oui, en WNBA peut-être, mais là, peut-être pas. Voilà, je te dis, le niveau, la cote... Non mais c'est vrai que c'était une époque, un peu moins maintenant, et encore, où les pivots étaient c'était des denrées rares et tout le monde se jetait dessus parce qu'on était encore dans le mythe du Olajuwon, Patrick Ewing, tout ça, David Robinson, tout ça, et Tim Duncan qui est revenu derrière. Du faut un gros pivot pour. Si t'as un gros pivot, déjà t'es en playoff assuré, du coup à les titres c'est un peu plus simple. Du coup il y avait ce délire un peu là sur les pivots, très rare en plus. Donc aller les chercher de loin. Et du coup voilà d'où le contrat d'Eric Dampier. Et je crois qu'on a un peu trop parlé d'Eric Dampier pour le moment. Ouais, ouais. Ouais donc on reprend. Et du coup il va à Phoenix. Et Phoenix lui, eux ils posent pas de questions, ils lui envoient toutes les billes qu'il faut avec un énorme contrat. Et là, le mec est encore plus fort que prévu. C'est ça, et là c'est la folie quoi. C'est de première saison à Phoenix, donc c'est avec D'Antoni, donc c'est la saison 2005. Ils cartonnent, ils font 62 victoires, en saison régulière. Donc c'est une équipe de malades quoi. Donc Steve Nash avec Joe Johnson à l'arrière, Sean Marion, Amare Stoudemire, mais une équipe de malades où t'aurais pu avoir 4 All-Stars les doigts dans le nez. Finalement, bah, je crois qu'ils échouent à cette époque-là, c'est en finale de conférence ou en demi-finale de conférence, je me rappelle plus exactement. Il me semble que c'est les finales. Et du coup, voilà, Steve Nash MVP. L'année d'après, rebelote, une équipe complètement décimée. Il y a Stoudemire qui peut pas jouer. Joe Johnson, il est parti. Et du coup, Steve Nash, mais il joue encore mieux. Tous les mecs qu'il y a autour de lui, il les fait jouer encore mieux. Boris Dio, il joue comme un dieu. Rajabel, il joue comme un dieu. Saison 2006 de malade. Il remonte un déficit de 3 au premier tour. Ils vont taper les Clippers, qui était une grosse équipe à l'époque, en demi-finale. Ils perdent encore une fois en finale de conférence, mais ils ont quasiment plus un seul joueur, quasiment tout le monde est blessé. Steve Nash encore MVP cette année-là, etc. Et il a continué, il s'est toujours maintenu à ce niveau-là en jouant un jeu d'attaque. Voilà, je pense qu'il n'y a personne dans l'équipe dans l'histoire de la NBA, même dans l'histoire du basket, qui a réussi à mener une attaque de façon aussi fluide et de manière
aussi efficace, quoi. Les Suns en attaque à cette époque-là, c'est du basket total. Ah bah être shooter à côté de Steve Nash à cette époque-là, c'était tellement régal. Tu t'avançais, tu marchais jusqu'en attaque, t'attendais, à un moment donné, t'avais un tir ouvert. Qu'importe le joueur que t'étais, t'avais ton tir ouvert. Du coup, ouais, ça rentrait, donc c'était putain, Rajabel, il est fort. Oh, Tim Thomas, il met des 3 points, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, mais un peu, je vais rigoler qu'à moitié. Tim Thomas, il est arrivé à la rue, dans toutes les équipes où il était, il arrive à Phoenix, il cartonne, en plus c'est pour le playoff, je crois. Il cartonne, ça y est, juste après, il sort un gros contrat, il fait plus rien. Mais Ça, là, ouais, c'est phénoménal. À cette époque-là, Steve Nash, il était tellement bon pour faire bien jouer les mecs qu'il y avait autour de lui, mais tous les mecs, ils ont signé des contrats ahurissants. Tim Thomas, il se prend 24 millions sur 4 ans, Boris Dio 45 millions sur 5 ans. Tous les mecs, ils se sont fait des couilles en or grâce à Steve Nash. ouais, Rajabel aussi. Parce que c'était clairement le meilleur mec qu'il y avait à l'époque. Il y avait personne qui pouvait faire jouer une équipe aussi bien que lui. Bah, disons que tu savais shooter, tu devenais un excellent joueur. On s'en fout du reste, tu devenais un excellent joueur dans Ça, et si tu savais pas shooter, t'auras de toute façon des shoots ouverts, mais à côté du panier. Ouais, voilà, tu trouves toujours le moyen. Et puis surtout, il a incarné quelque chose, Steve Nash. Au-delà de son niveau de jeu même, et de sa façon de jouer, il a incarné quelque chose, un espèce d'élan où il a fait croire à la NBA qu'on pouvait gagner avec un jeu d'attaque et spectaculaire. D'ailleurs, ces années-là de 2005, 6, tout ça, on devrait dire bah merde les gars, on va peut-être, alors qu'on se venait de se taper du San Antonio, du Détroit, même les Lakers où c'était pas aussi flamboyant en attaque, on disait mince, il y a vraiment une équipe qui va gagner en faisant une attaque de fada. Et tout le monde s'est pris vraiment tomber amoureux de cette équipe à cause de ça, et c'est normal. Excellent beau à voir jouer, et en plus ça gagne. On disait bah banco quoi. Et vraiment il a vendu quand on dit qu'il a vendu du rêve, là c'était vraiment ça en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'était vraiment cette atmosphère là qu'il a créé autour de lui. Et rien que ça, c'est pas dégueu. Bah ça, il y a cette atmosphère, même il y a ceux qui en restent après aussi, parce que c'est vrai qu'après, il y a plein d'équipes qui ont essayé d'imiter le Phoenix de l'époque, parce que voilà, ça reste, je pense, encore aujourd'hui, dans l'histoire, le modèle absolu en termes de jeu offensif au basket. Et comme disait, c'est Derek Fisher qui a dit ça, que voilà, il dit le plus, pour devenir une légende, en fait, il suffit pas, voilà, d'avoir fait des grandes choses individuellement, etc. Faut laisser quelque chose derrière toi. Et ce qu'il dit, c'est que voilà, Steve Nash, effectivement, la façon dont il jouait, la façon dont il faisait jouer ses équipes, bah, il y a plein de gens qui essayent de s'en inspirer maintenant, parce que pour eux, ils le prennent comme un modèle. Et je pense que ça, tu vois, la grosse différence entre Steve Nash et d'autres meneurs ou même d'autres grands joueurs de l'histoire de la NBA, c'est que c'est un mec qui est pris comme un modèle parce que c'est un mec qui a donné une vraie inspiration, un vrai mouvement et un vrai souffle nouveau au basket. Ouais. C'est ce que Fisher dit et c'est pour ça que lui dit que des joueurs comme Steve Nash, c'est des joueurs légendaires parce qu'il a apporté beaucoup au basket et parce qu'il a créé quelque chose de nouveau dont on essaye de s'inspirer encore aujourd'hui. Alors on va un peu passer du côté des comment dire alors, je vais pas dire points négatifs, mais des points un peu polémiques. Alors le premier, je pense que c'est le plus connu, c'est son premier titre de MVP. Euh, alors, certes, il te fait une très belle saison où il monte Phoenix vraiment loin et de manière inattendue et tout ça, un peu comme Goran Dragic cette année, sauf que bon, voilà, j'en penserai pas plus le couteau. Mais finalement, il tourne entre guillemets que à 15-16 points par match. Bon, 11 ou 5 passes, tout ça. Mais surtout, en face, il y a un Shaquille O'Neal qui casse tout, comme un peu à son habitude. Mais là aussi, il y a vraiment ce sentiment que c'était lui qui méritait le titre cette année-là. Et qu'on l'a donné à Steve Nash, non pas parce qu'il ne méritait pas vraiment, mais aux yeux des gens, il ne méritait pas autant que O'Neal. Mais on lui a donné parce que lui, il a créé un espèce de vent de fraîcheur, et puis il a vendu du rêve. Il y a eu ce côté un peu. Vraiment, il a un peu envoûté tout le monde, quoi. Moi je suis un peu de cet avis-là aussi. Je pense cette année-là, O'Neal aurait dû avoir le titre de MVP. Est-ce que cette pluie, je sais pas vous, mais est-ce que vous l'avez un peu ressenti ou est-ce que ça revient parce que c'est effectivement, j'ai raison quand je dis que peut-être c'était pas forcément à lui que dans l'absolu qui aurait dû l'avoir. Bah, disons moi, au final, c'était une année où effectivement le MVP était quand même super disputé. Parce que bon, au final, même à la fin du scrutin, Nash et O'Neal, ils sont assez serrés dans les votes.
c'est vrai que voilà, O'Neal, il change complètement la face de Miami, hein. Il en fait une équipe complètement nouvelle. C'était une équipe pourrie. Il en fait un gros contender. Ils finissent à 59 victoires. Et surtout, bah, lui, il domine comme quasiment, enfin, j'allais pas dire comme jamais il n'avait dominé parce qu'il a dominé quand même quasiment de la décennie qui précédait. Mais voilà, il domine complètement sa conférence. Et Steve Nash, après, bah, c'est un peu pareil. L'équipe, elle tourne quand même à 62 victoires. C'était pas, peut-être pas une équipe aussi pourrie que Miami pouvait l'être avant. Mais je pense que voilà, à sa manière, il a révolutionné des Suns comme O'Neal a révolutionné le jeu du hit à l'époque. Et ça, je pense que voilà, si le vote a été aussi serré, c'est pas forcément une coïncidence non plus, que c'est parce que vraiment il y avait débat entre les deux, quoi. Et ici, il y a encore débat aujourd'hui. C'était vraiment disputé. Nash l'a pas volé à O'Neal et O'Neal l'aurait pas volé à Nash s'il l'avait eu. Non, c'est sûr que c'est pas volé. Mais tu vois, je reste persuadé que cette année de Nash était tellement belle à voir, était tellement exceptionnelle en termes vraiment visuellement. Alors que O'Neal, déjà, O'Neal on le connaît, et qu'en plus, ça restait du O'Neal qu'on connaissait, du classique en termes de jeu, quoi. C'était pas vraiment le vent de fraîcheur qu'avait donné Steve Nash et ses équipes des Suns. Et je pense vraiment c'est ça qui a été le coup de rein décisif dans ce débat qui effectivement était très serré et qui et personne là et Steve Nash l'a pas volé, même si je pense que O'Neal l'aurait mérité. Nash l'a pas volé, mais il a bénéficié un peu de ce côté waouh, on peut gagner avec une équipe qui attaque, en plus elle est belle à voir jouer, ça fait du bien et voilà quoi. Après, Ouais, ouais, c'est vrai après, que, non, vas-y, après, dis. moi, je te demande ça parce que je te dis, j'ai pas vécu ça, mais est-ce que j'ai lu quelque part qu'il y a aussi le fait que, voilà, justement, en île, il y avait aussi des soucis du coup avec les Lakers, il avait été transféré à Miami. Ben, il y a aussi cet effet que ben, il avait pas autant la cote et tu viens de le dire. Et à l'inverse, Steve Nash, c'était le beau jeu, le jeu frais. Donc, est-ce qu'il y a eu vraiment ce côté politique, tu penses, Nico? Ah oui, moi clairement, je pense que ça a joué. Alors c'est très subjectif comme opinion, hein, ça, bien sûr. Mais je pense que ça a joué. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le fait qu'il soit canadien, ça a joué pour ou contre lui? Ça, je sais pas. Ça, par contre, Ben, apparemment pour, puisqu'il l'a eu. ah, c'est pas dit. Après, tu Euh, vois, moi, je pense pas forcément que le départ d'O'Neal des Lakers s'est joué contre lui, quoi. C'est vrai que ça s'était assez mal passé, qu'il y avait toujours le truc, machin, chaque Kobe, et puis au final, voilà, c'était la saison où l'un et l'autre, pour la première fois, ils étaient pas ensemble, ils allaient montrer à l'autre qui c'était le meilleur. Et au final, bah, clairement, vu la saison de malade qu'ils avaient fait le hit après l'arrivée de O'Neal et la saison de malade qu'avait fait O'Neal, bah, on se disait ouais bah, au final le meilleur c'est peut-être le gros Shaq en fait quoi et ça avait joué pour lui ça avait joué en sa faveur au moment du vote aussi hein. c'est vrai que ça Donc peut jouer comme ça aussi, mais je pense ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont pensé comme ça effectivement, et c'est vrai que c'était tout à fait juste. Mais c'est vrai que je pense aussi qu'il y a des gens qui se sont dit ouais c'est cool ce qu'il fait O'Neal au hit tout ça, mais mince avec les Lakers on aurait pu en avoir pour 10 ans à rêver quoi. Enfin 10 ans de Jordan entre guillemets quoi, avec une équipe qui domine pendant 10 ans. Et je pense qu'il y a eu un peu de frustration de ce côté-là du fait que l'équipe des Lakers a explosé en vol, alors que et O'Neal l'a montré, il y avait encore moyen de gagner 2 ou 3 titres derrière quoi. Je pense que ça a un hmm. peu joué aussi. Alors après ça dépendra des gens quoi. Bah, après en faveur de Nash il y avait aussi l'effet Stoudemire quoi parce que Stoudemire c'est un mec qui avait voilà c'était sa troisième saison il avait fait une deuxième saison sophomore vraiment encourageante et là c'est une année où il explose complètement il tourne à 26 points de moyenne c'est le joueur le plus spectaculaire de toute la NBA à cette époque-là en partie grâce à Steve Nash et je pense que voilà le fait que ce MVP venait récompenser le duo Nash-Stoudemire il y a eu un peu de ça aussi parce Mm. que c'est vrai que Stoudemire a explosé en tant que scoreur mais du fait qu'il y ait Steve Nash à ses côtés aussi à l'époque, ou du moins c'est ce qui se disait, et ça a joué en la faveur de Steve Nash par contre clairement. Ouais. Bon, je vais revenir sur un autre angle de vue un peu plus négatif qu'on a de Steve Nash, du moins où on nuance un peu son niveau de jeu. C'est qu'on dit que en fait Steve Nash n'est fort que dans un contexte de jeu particulier qui est plus ou moins en caricaturant le run and gun, parce que c'était déjà le cas à Dallas, c'était le jeu déjà que prônait Don Nelson. Avant Mike D'Antoni, Don Nelson faisait l'attaque à tout va, alors pas loin d'être aussi léché que ça l'était avec D'Antoni, mais ni aussi bien calculé, maîtrisé. Mais il y avait déjà cette idée de en avant les gars, on court et on tire, et ça avait plutôt bien marché. Et ça, il y a un peu cette idée-là
que Nash n'est qu'un joueur de run and gun entre guillemets. Du coup, quand on le compare à d'autres joueurs qui peuvent être aussi performants dans d'autres systèmes de jeu, on peut avoir tendance à se dire de le rabaisser un peu son niveau réel entre guillemets. Bah après, le truc qui me gêne par rapport à ça, c'est qu'au final, il y a des joueurs qui ont toujours été bons dans leur système favori. Et au final, voilà, quand on compare Nash, parce que c'est un meneur de jeu, il faut le comparer au meilleur meneur de l'histoire. Et les meilleurs meneurs de l'histoire, on peut citer Magic Johnson, qui au final a joué dans le même système et dans la même franchise toute sa carrière, et John Stockton, qui a joué dans le même système et dans la même franchise toute sa carrière aussi. Donc, quand il faut dire, mais quand on se demande quelle est la place de Steve Nash dans l'histoire, faut le comparer aux autres joueurs à son poste. Et c'est vrai qu'au final, bah, ses concurrents sur ce poste de meilleur meneur de l'histoire ont eux aussi évolué dans des systèmes dans lesquels ils étaient habitués à jouer. Et je pense que tu vois, dans un autre système, bah, Nash il aurait pu être tout aussi performant parce qu'au final, c'est un passeur qui trouve des angles quand même assez exceptionnels et surtout, c'est un gros shooter. Dans toute sa carrière, Nash il a jamais été utilisé vraiment comme un scoreur alors qu'il a quand même fait des saisons à 19 points de moyenne. Mais il a jamais été utilisé comme un scoreur. Et pour un mec qui tombe quasiment à 50% en carrière et qui est un aussi bon shooter, tu te dis, bah, mettons qu'il l'aurait mis dans un autre système où ça aurait été lui la première option offensive au scoring, bah, qui sait, peut-être qu'il aurait pu tourner à 25 points de moyenne, quoi. Donc c'est vrai on peut pas vraiment, disons, tergiverser là-dessus. Ah, Steve Nash a effectivement évolué dans un système qui était toujours le même. Magic l'a fait aussi, Stockton l'a fait aussi. Donc quand il faut comparer aux autres, je pense pas que ça joue en sa défaveur, ça. Oui, mais ce que je sous-entendais aussi, c'est que c'est aussi un système qui a tendance à, enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas, à gonfler un peu l'impact du meneur. Pour un peu étayer ça, même si ça a une valeur assez limitée, on a pu voir qu'avec D'Antoni, souvent il a réussi à faire briller pas mal de meneurs pas terribles, quoi. On se souvient de Raymond Felton, mais aussi même de Chris Duhon, qui a eu l'air d'être un vrai meneur pendant quelques années avec lui. Alors je vais pas regarder les Lakers de cette année, mais apparemment Kendall Marshall ça rend pas mal. Il y a aussi ce côté-là un peu où mais alors même si c'était pas avec D'Antoni, c'était avec Don Nelson, mais c'est un peu ce jeu-là de run and gun qui favorise, qui dit-on favorise les meneurs qui sont bons. Donc peut-être que on pourrait dire que Steve Nash est très fort est très fort, mais qu'il est un peu plus, on le voit plus fort qu'il ne l'est réellement, un peu grâce à ce système de jeu. Eh vas-y, je te laisse démonter cet argument, vas-y, t'auras pas tort. Non, bah, le truc, j'avais écrit un article là-dessus il y a un an ou deux, je crois, qui s'appelait donc de l'importance du poste de meneur de jeu et qui réfléchissait justement là-dessus sur la place à accorder à un meneur et si effectivement c'était le poste qui était de toute façon le plus souvent mis en valeur parce que c'est celui qui avait le plus souvent le ballon. Et je disais justement que dans un système comme celui de D'Antoni, effectivement, ça met en avant les qualités du meneur, mais encore faut-il qu'il en ait. Et dans toutes les équipes que D'Antoni a eu, il y en a aucune qui a eu autant de succès que le Phoenix de Steve Nash. Et il n'y a aucun joueur qui a été aussi bon que le Steve Nash de Phoenix. Et au final, c'est vrai que tous les joueurs qu'il a eu, ça a mis en avant certaines de leurs qualités. Par exemple, Lin, le jeu en pénétration, Chris Duhon, la passe, mais ça a mis aussi leurs défauts. Donc pour Duhon, le shoot, et pour Lin, les pertes de balles. Avec Nash, voilà, le seul défaut qu'il avait, c'était sa défense. Et au final, on a dit, ouais, mais grâce au système d'Antoni, ça se voit presque pas qu'il sait pas défendre. Alors que pourtant, normalement, c'est un système, voilà, qui, pour le meneur, doit mettre l'accent et sur ses qualités et sur ses défauts. Et le fait qu'il y ait tout pour l'attaque, bah justement, ça gommait les défauts de Steve Nash. Et en attaque, bah, on voyait que ses qualités. Au final, on voyait aucun de ses défauts en attaque. Bah, peut-être parce qu'au final, c'est sans doute un joueur qui n'a aucun défaut en attaque. Claire quoi, ouais, en attaque comme défaut, je mettrais quand même cette capacité à jouer sans le ballon, même si c'est vraiment pas très grave quand t'as un joueur Après, avec Boris Dio à la passe, c'était pas mal Steve Nash sans le ballon. Oui, non, mais ça a pas duré longtemps après. Quand Boris Dio avait le ballon, Steve Nash il faisait rien, hein, de mémoire, encore une fois, de mémoire. Boris Dio il faisait les passes aux autres, tout ça. Steve Nash en pur catch and shoot, c'était assez rare qu'il soit servi et que même qu'il cherche ces balles-là. Hein. Mais bon, c'est vraiment de mémoire. On se fera une session. On se fera une session Phoenix de l'époque pour le plaisir. Est-ce que j'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais pas, mais voilà. Par rapport à ce système de jeu, pour terminer avec ça, après j'arrête de faire mon avocat du diable. Mais est-ce qu'on peut pas se dire que, ok, Steve Nash était déjà très fort et ça et pour atteindre ce niveau-là, il fallait être très fort de toute manière, quel que soit le système de jeu, même si le jeu facilitait les choses.
Mais est-ce que, par exemple, est-ce que finalement Steve Nash dans une autre équipe, ça aurait pas été l'équivalent, alors c'est déjà très bien, mais l'équivalent d'un John Wall ou voilà autour quoi, et pas forcément le double MVP qu'on a maintenant. Tu vois ce que je veux dire un peu? Cette idée-là que bah, si tu mets John Wall au Phoenix de l'époque, si ça se trouve, il aurait été 2 fois MVP quoi. Bah après, ça dépend, quoi. Comme je te disais, voilà, moi, pour moi, Steve Nash, c'est un mec qui en attaque n'a aucun défaut. Et ça se voit dans ses pourcentages, parce que moi, à 2 points, il a les pourcentages d'un intérieur. À 3 points, il a les pourcentages d'un mec qui fait que attendre la balle et shooter. Et au lancer, c'est le meilleur shooter de lancer de l'histoire. Donc au final, tu te dis, voilà, que- comment est-ce que tu peux pas mettre en valeur un mec pareil qui de toute façon choisit super bien ses shoots, shoot super bien, c'est toujours trouver ses coéquipiers. Je pense que peu importe le système, ça peut difficilement mal se passer. Tu vois, même ces premières années où c'était pas facile à Phoenix et à Dallas, il tournait quand même au-dessus de 40% à 3 points. Et pour un petit meneur comme ça, qui au final qui était pas grand-chose à l'époque, bah c'est déjà énorme quoi. Et je pense que voilà, c'est effectivement les années les plus dures de sa carrière, outre celles qu'il est en train de vivre à Los Angeles, ça a été les premières. Et au final, même pendant ces années-là, il s'en est pas trop mal sorti. Et même l'année dernière aux Lakers, il tournait encore à 50% en shoot, 44% à 3 points. Et 7 passes de moyenne, quoi. Donc, je pense que voilà, c'est un joueur qui, de toute façon, a toujours su trouver sa place partout. Il lui a peut-être fallu un peu de temps d'adaptation, mais il a toujours su trouver sa place partout. Parce que offensivement, c'est un mec qui n'a pas de défaut. Ouais, je serais pas aussi catégorique que toi sur le fait qu'il puisse jouer partout. J'attends encore de voir là que les Lakers pour l'instant, même si effectivement il perd pas du tout en pourcentage et c'est assez ça montre que c'est pas rien. Après, j'attends de voir quand même. Bon, bah là c'est un peu tard à 40 ans, mais dans toute sa carrière quand même, il a eu la chance entre guillemets, mais aussi l'intelligence de ses entraîneurs, hein, si on est bien d'accord, de n'avoir que du run and gun, à évoluer que dans du run and gun. Je pense pas qu'on Ouais, aura mais jamais. après, je pense pas qu'il faille prendre ça comme quelque chose de mauvais. Au contraire, moi je trouve que, Non, c'est vrai. bah, et au contraire, on peut se dire, bah, on a eu de la chance d'avoir Steve Nash, le bon joueur dans le bon système. Et combien de fois nous, même dans l'émission, on dit, ah, bah tu vois, ce joueur, putain, il est talentueux, mais ouais, il n'y a pas les éléments autour, ou alors c'est pas le bon système de jeu. Ben là, on a eu la chance d'avoir un Steve Nash qui, bah, en toutes ses meilleures années en carrière, a évolué dans le meilleur système de jeu possible pour lui. Ça a résulté en une des plus symboliques attaques de l'histoire de la NBA et de titre de MVP. Ah bah tant mieux quoi. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est juste que moi, je dirais pas que il a prouvé qu'il pouvait jouer dans n'importe quel système et qu'il a. Non, mais de toute façon, voilà, ça, on le saura jamais. Donc, Écoute, on va l'inviter, on va faire un match, on Non, verra bien, hein. non, après, moi, ce que je te dis, c'est la même pour Magic, c'est la même pour C'est vrai. Stockton, c'est la même aussi pour Duncan. Hein, donc, C'est tout à fait vrai. Surtout Stockton avec les gens que c'est que du pick and roll. ouais. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'on devrait pas le. Il y a que les méchants comme moi qui se permettent de nuancer de cette manière-là. non, donc du coup, ben, voilà, au final, voilà, pour moi, ça serait la question. Donc, quand on parle de sa place dans l'histoire, c'est peut-être voilà, de voir juste à son poste, en termes de meneur, où est-ce qu'il se situe, disons, à peu près dans la hiérarchie des meneurs de tous les temps, au final. Ouais. Alors vas-y, dis-nous ton. Je sais pas, moi, j'attends vos avis, quoi. Parce que... Ah, des questions dures, questions dures. Après, moi, je vais éviter d'aller dans avant les années, enfin, avant les années 90. Je commence dans les années 90 parce que je suis pas assez connu et maté des matchs de cette époque-là. Donc, je vais éviter le comporter avec Magic Johnson, tout ça. Mais je pense qu'il prend des mecs comme, écoute, Kevin Johnson, tu t'en fais quoi de Kevin Johnson? Tu le mets où? Kevin Johnson, c'était 20 points de bon. Et il a mené son équipe. 10 passes, pardon, ouais. pardon. Tant pour moi, tant pour moi. Et il a aussi mené son équipe en finale. Alors certes, il y avait Charles Barkley dans son équipe, mais bon, c'était pas terrible ce qu'il y avait autour non plus. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était pas la folie non plus. Et là, tu vois, je saurais pas, tu vois. Moi, je sais pas, moi, tu vois, pour moi, vas-y, Guy. Non, moi j'allais dire, je sais pas si c'est vraiment utile après de dire lui il est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Après ça, je pense que ça reste, il y a quand même une part de subjectivité, mais clairement en termes de qualité offensive, en termes de vraiment de meneur de jeu, de qualité de meneur de jeu, de ce qu'un meneur de jeu doit faire, bah je pense tu peux le mettre premier chapeau, on va dire, un chapeau où tu mets Magic Johnson et John Stockton quoi, et Mm. Jason Kidd. Ouais, c'est ça, c'est pour moi aussi. Je parlerai en termes de chapeau plus. C'est vrai que
que là, même si Steve Nash a ses énormes défauts en défense, que ça l'a pas empêché d'avoir du succès, quoi. Et puis au final, voilà, tu mets dans ce premier chapeau là où, comme dit Guy, pour moi c'est pareil. Dedans, moi je mets voilà Magic, Stockton, Jason Kidd, Steve Nash et Oscar Robertson sans doute. Même si Robertson, je l'ai jamais vu jouer. Jusqu'au là, c'est un mec qui a apporté vachement au niveau all-around comme a pu le faire Jason Kidd. Voilà, il y a aucun de ces mecs qui est irréprochable. Steve Nash, c'était une tanche en défense. Jason Kidd, c'était une tanche au shoot. Et puis Magic Johnson, ça a jamais été un gros shooter non plus. Voilà, ils ont tous leurs défauts, mais pour moi, voilà, ces 5-là, c'est des mecs qui ont su avoir de la réussite parce qu'ils ont su pallier à leurs défauts, parce qu'ils avaient beaucoup plus de qualité qu'ils n'avaient de défauts. Ouais, après, je sais pas, je pense que je suis pas sûr qu'il gagne, enfin, dans notre duel fictif à 2 balles, qu'il gagne son duel face à des Gary Payton et Kevin Johnson, parce que quand même, du Payton, il a mené 2 fois son équipe en finale. Lui, c'est un gros défenseur. Alors, lui non plus, il avait pas de shoot, mais c'était un gros défenseur, et puis il mettait ses points, il faisait ses passes. C'est peut-être pas le maestro qu'était Nash, mais il a un bilan loin d'être négligeable non plus, quoi. Franchement, je sais pas. Et c'est pour ça que j'aime Non, pas. c'est sûr, même, tu vois, un mec comme Isaiah Thomas a pas un bilan qui est loin d'être négligeable non plus, mais pour moi, c'est autre chose. Il y a quand même, voilà, ce premier chapeau, comme je te l'ai dit, où c'est vraiment des meneurs de jeu qui non seulement apportent tout ce que tu demandes à un meneur de jeu, mais rajoutent cette touche de génie qui font d'eux des joueurs, bah, comme je citais Derek Fisher tout à l'heure, des joueurs vraiment légendaires parce qu'ils ont apporté au jeu. Et t'as d'autres joueurs, voilà, dans un autre chapeau qui sont très bons, comme Isaiah Thomas, Gary Payton, Kevin Johnson, voilà, qui ont été des très bons joueurs, mais qui concrètement n'ont pas, voilà, ce truc en plus qui fait la différence entre les très bons joueurs Hall of Famer et les vrais joueurs légendaires qui ont apporté vraiment un truc dont tout le monde a essayé de s'inspirer, ou un truc que tu n'as jamais revu après. Ouais, je sais pas. Après, le problème quand on joue Steve Nash, c'est qu'il y a un côté affectif tellement énorme parce que tout le monde, hein, je pense, ou alors les fans purs et durs des Spurs de l'époque et qui veulent juste du jeu qui n'allait pas plus loin que le 80 par match. Euh, Tu étais obligé de tomber amoureux de cette équipe-là de Phoenix quand tu les voyais jouer, et donc forcément de Steve Nash. Du coup, c'est assez dur d'enlever ça de l'analyse, non, tu trouves pas? Bah, du coup, après, j'avais prévu avant l'émission une petite liste de ce qu'il avait fait en carrière au Ah, niveau des chiffres, vas-y, je t'en prie. pour donner un peu des éléments de comparaison avec les autres. Qu'en nombre de points, il a un peu plus de 17 000 points en carrière. Donc les seuls autres meneurs qu'il y a devant lui, c'est Payton, Stockton, Thomas, donc Magic et Jason Kidd. Ricky Rubio. Padam pam, psh. Donc il en est à 10 000 passes en carrière, donc c'est top 4. Il devrait rentrer dans le top 3 s'il arrive à jouer quelques matchs cette année. Il en est à 1700 tirs à 3 points en carrière, donc c'est quasiment dans le top 10. Il shoot à 42% à 3 points, donc c'est le seul joueur qui est dans le top 10. Enfin, il est dans le top 10 et c'est le seul All-Star à être dedans avec Stephen Curry. Tous les autres, c'est des role-players. Il est à 49% au shoot en carrière. Les seuls meneurs qu'il y a devant, donc Kevin Johnson, Tony Parker, John Stockton, Maurice Cheeks et John Paxson. Ah merde, Boris Chicks. Le joueur Maurice Chicks, le joueur. Le genre, lui il était bon, lui on l'aimait bien, lui c'est bon lui. Donc il a 90% lancé, donc numéro 1 de l'histoire de la NBA, tout poste confondu. 8 passes et demi par match, donc top 10 donc, en carrière. Au niveau des playoffs, il en est à 2000 points, donc c'est dans le top 50. Il en est à 1000 passes, donc c'est top 5. Il devrait rentrer dans le top 4 s'il joue encore quelques matchs. Donc il est à 2 passes de Larry Bird qui est quatrième. Qu'il a rentré 180 tirs à 3 points en playoff. Donc il est dans le top 15. C'est le seul meneur avec Jason Kidd qui est dedans. Il tourne à 9 passes par match en playoff. Top 10 aussi. 90% lancé. Top 10. 41% à 3 points. Donc c'est un des rares All-Stars qui est dans le top 40 des playoffs au pourcentage à 3 points. Qui tourne à 49% au shoot, 42% à 3 points, à 90% en carrière. En playoff, c'est 47%, 41%, 90%. Donc 6 fois meilleur passeur de la saison régulière, 4 fois meilleur passeur des playoffs, 2 fois MVP, 8 fois All-Star. Donc la dernière fois All-Star à 37 ans. Les seuls All-Star qu'il y a eu plus vieux que lui, Karim Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Karl Malone. Donc 7 fois All-NBA Team et 3 fois All-NBA First Team. Et en plus il faisait des courts-métrages à côté. C'est Tout balèze, ça quand même. en étant blanc. Et canadien. Et en faisant 1m80 et comme John Stockton, bah tu le reconnaîtrais pas dans la rue si tu le croisais, quoi. Ouais. Et puis lui il a fait 4 ans de fac aussi, ça aussi c'est à noter. Dans une petite fac il fait 4 ans, c'est rare de nos jours, et même à l'époque c'était déjà cette draft 96 où il y a plein de freshmen qui se présentaient.
Là, il y avait même des lycéens à l'époque. Eh bah, il y avait même un lycéen qui s'appelait Kobe Bryant, mais je sais pas ce qu'il est devenu depuis. Bon, je sais plus si les Hornets qu'il avait pris, ils existent Ouais. même plus, tu vois, c'est pour dire. Non, il y a Jermaine O'Neal, mais je sais pas. Du coup, est-ce que c'est pas triste cette façon de terminer pour ce merveilleux joueur? Pourquoi? Il joue encore Steve Nash? Il joue. Il est dans un roster. Ah, je crois qu'il était dans le staff des Lakers maintenant qu'il aidait Kendall Marshall, quoi. Ouais, non. Est-ce que cette fin aux Lakers, le passage Lakers, c'est pas un peu comme le passage aux Wizards de Jordan, c'est un peu, ouais, bon, on oublie. Bah, au final, ça sera un peu ça, je pense que ça, quand il faudra faire le bilan vraiment, quand il aura fini sa carrière, si les Lakers font pas un gros parcours en playoff pendant une de ces dernières années à lui, bah ça sera sans doute la franchise de trop, quoi, comme ont pu l'être, a pu l'être le Magic pour Ewing ou les Raptors pour Olajuwon. Et ça, voilà, au final, c'est pas si grave, hein, parce que bon, ça, c'est pas quelque chose qui a écorné la carrière de Ewing ou de Hakim. Mais voilà, après, c'est vrai que le seul truc qui sera gênant au final là-dedans, c'est vrai que lui, il est devenu une légende à Phoenix. Et voilà, les gens de Phoenix lui en veulent quand même un peu d'être allé finir sa carrière aux Lakers. Mais c'est vrai que Phoenix n'avait pas non plus de quoi lui proposer de rester jusqu'à la fin. On lui proposait pas un contrat qui durait assez longtemps. C'était une équipe complètement à chier, donc c'est normal qu'il soit parti, quoi. Après, les gens de Phoenix lui en voudront toujours un peu d'être parti aux Lakers pour les années où il y jouera. Mais une fois qu'il aura terminé sa carrière, tout le monde l'aura oublié. Tout le monde se rappellera des années où il joue aux Suns. Est-ce qu'il faut pas l'achever là? Ah, là où ça doit faire bizarre, c'est que il a apparu en conférence, enfin, pour le match là, les 2-3 matchs qu'il a joué il y a une semaine ou quoi, il avait la barbe, il avait déjà des poils blancs, quoi. Donc je sais pas, ça doit faire bizarre à ceux qui l'ont vu drafter et tout, comme Nico. Moi, c'est la première draft Il y a que j'ai aussi des découvert. poils blancs dans la barbe, d'ailleurs. Ça va, oui. Je suis pas vieux. Non, c'est vrai que c'est la première draft ma première draft NBA, c'était celle-là, quoi. C'était celle-là. Je veux dire, je suis plutôt bien tombé, hein, je crois. Cela dit, je pense, il m'avait pas sauté aux yeux, le gars, hein. Je vous avoue que je l'avais pas tellement noté dans mes notes, hein. Mais voilà. Non, ouais, c'est un peu dommage cette fin-là. Moi, non, je veux qu'il retourne à Phoenix déjà pour le symbole. Et puis, je sais pas, je pense que Phoenix, ils ont des soigneurs tellement énormes, je sais pas. Mais ils sont capables de le retaper et qu'ils repartent comme en 40, quoi. D'ailleurs, il y avait le mec qu'on sait à quel niveau il avait à 36, 37 ans. Tu dis, il faut peut-être en placer une un peu pour le staff médical supra reconnu des Suns, qui a peut-être un peu joué aussi, quoi. Ça, ouais, quand même, voilà, il finit All-Star à 37 ans. Et encore cette année-là, quand il a 37 ans, il finit aussi meilleur passeur de la ligue, quoi. Donc, Bon, attends, moi les gars, je veux que Phoenix ils arrêtent leur connerie de construction et qu'ils recrutent. Bon, qu'ils reprennent Steve Nash, qu'ils aillent chercher Kevin Garnett, qu'ils prennent Tim Duncan, Paul Pierce, tout ça. Non, mais je n'ai rien à Tim foutre. Duncan à Phoenix, quoi. T'es un fou, toi. Oui, je sais, je prends des risques. Non, mais moi je veux une équipe les plus vieilles légendes du moment. Tu les fous tous à Phoenix, ils vont les retaper, et voilà, tu repars pour une équipe qui gagne 2 fois le titre, non? Mais ça existe, hein. Et ils sont même au All-Star Game. On appelle ça le Celebrity Game. Oh l'enfoiré. Bah attends, si un NBA en ce moment on a une équipe de D-League avec les Lakers, on peut avoir une équipe de Celebrity Games, hein. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Voilà, je sais pas, vous avez envie de poursuivre un peu sur Steve Nash ou on a assez fait le tour? Sachant qu'il y a sûrement d'autres trucs à dire qu'on dit pas, hein. C'est aussi un peu grâce à lui que Nowitzki, même si je pense que lui-même s'est plutôt bien débrouillé, mais est-ce que c'est si évident que ça que Nowitzki aurait été Nowitzki s'il n'y avait pas eu Steve Nash à ses débuts? Je lance la question. Ça, quand même. Hein? C'est une autre question, quand C'est une même. autre question, je lance la question, on n'y répond pas. Mais voilà, mais ça, c'est plein de petits trucs comme ça, quoi. Je veux dire, est-ce que Joe Johnson a envie de se tirer une balle dans la tête quand il s'est rendu compte qu'à Atlanta il n'y avait pas de. Est-ce que Steve Nash c'était pas un meneur de base et qu'à Atlanta il n'y avait pas un Steve Nash? Et est-ce qu'il s'est pas dit merde, j'ai fait une connerie? Enfin, tout un tas de trucs comme ça qui serait peut-être intéressant à discuter un de ces jours. Mais là on n'a pas le temps. Bah les amis, S'il reste plus de temps, du coup, moi, je vais juste, voilà, conseiller si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin sur Steve Nash. Donc, l'article est toujours en ligne, hein, sur le site Basket Info. Donc, c'est Steve Nash, The Lone Ranger. C'est un article à la base de Sean Sweeney, donc de Dime Magazine.
Je l'ai traduit la semaine dernière, c'est un super bon article. Donc si vous avez un peu de temps, prenez-le et puis lisez-le, ça vaut vraiment le coup. Ouais, je trouve que c'est pas c'est notre genre de faire de la pub, tiens. D'ailleurs, bah toi, Guillaume, tu nous as sorti une jolie petite vidéo sur, bah d'ailleurs, qui est peut-être je sais pas vous, mais avec un angle un peu décalé, mais peut-être l'héritier de Steve Nash, Stephen Curry. C'est le Steve Nash des temps modernes, mais qui a pas la science du jeu de Steve Nash, quoi. C'est C'est ça, ni il sait pas le passeur, le chef d'orchestre. c'est ça. C'est ça. C'est le même scoreur, le même passeur, enfin les mêmes qualités de création à peu près, hein. Le défenseur, pareil, limité, mais qui a pas comme tu as dit, le chef Et d'orchestre. puis aussi le mec qui sort un peu de loin, quoi, parce qu'il vient d'une petite fac lui aussi, passé 3 ans dedans. Il s'est quand même drafté à relativement haut, mais beaucoup avaient des doutes. Moi le premier. Donc là, il y a aussi une similitude. Sauf que lui, voilà, au lieu de répartir son talent entre la distribution et le scoring et le shoot, il a tout mis dans le shoot, quoi. Il a pas cherché de compromis. Peut-être pour finir, un autre héritier de Sidney, je sais pas, je pensais un petit peu tout à l'heure, j'ai un rigolant Ricky Rubio, mais c'est aussi un peu parce qu'on l'a dans la tête. Alors effectivement, au niveau du shoot, il y a juste 3 planètes d'écart, mais au niveau de la passe et de cette maestria de la passe, vraiment même de la gestion, c'est peut-être celui qui est le plus proche, non? Ouais, il y a plus de similitude avec Jason Kidd quand même chez Rubio, je trouve. C'est en Oui, plus le type de joueur all-around capable de défendre, qui a pas vraiment de shoot, mais que ça l'empêche pas en règle générale de distribuer. Alors que Curry, ouais, c'est vraiment Steve Nash, quoi. Des lay-ups assez compliqués qu'il arrive à rentrer régulièrement autour du panier, des shoots un peu bizarroïdes mais qui rentrent à chaque fois, des passes complètement allumées, beaucoup trop risquées. Bon, pour Curry, ça paye pas encore, mais ça finira par payer. Mais ouais, non, pour moi, Rubio, c'est plus Kidd et Curry, c'est plus Nash, quoi, si on part dans les comparaisons comme ça. Peut-être le mot de la fin, alors Brandon Triche, c'est Jason Kidd ou Steve Nash? c'est les deux en même temps, mon ami. Ou quelle question, franchement. Non, voilà, donc tout ça c'était pour dire que Guillaume a sorti une vraie vidéo analyse du jeu de Stephen Curry pour voir à quel point il est bon ou pas bon selon vos avis, vous faire une vraie opinion sur ce joueur avec plus que des mots, puisque c'est le voir en vidéo, quoi, c'est sympa. Et puis un texte derrière pour être plus précis. Très bien, bah écoutez les amis, on va se quitter là. Donc on vous dit à tout le monde, on vous dit bonne suite de semaine, bonne semaine qui vient, et du coup au week-end prochain pour une nouvelle émission. À bientôt tous.